De son premier origami à l'école à sa reconnaissance par la Nippon Origami Association, Junior Fujake a bâti une œuvre singulière où le papier devient matière vivante. Maître du pli et de la récupération, il signe aujourd'hui des installations monumentales qui questionnent notre rapport au monde et à sa fragilité. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bonjour Junior. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je suis Junior Fujake, je suis un passionné d'origami et j'adore le papier. Vous êtes donc artiste plasticien. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur les étapes qui vous ont emmené à devenir artiste ? Les étapes qui m'ont amené à devenir artiste plasticien, il n'y en a pas vraiment en fait. Je pense que c'est la vie en général. Bon, le point, je dirais, le plus important, c'est que j'ai la chance d'être dyslexique et donc ça m'a permis de voir déjà les choses autrement, de comprendre les choses autrement. Là où les autres prenaient du plaisir à lire des livres, c'est un truc qui me dépasse encore, mais moi, du coup, c'était vraiment le sport et l'art, mais ça depuis que je suis tout petit. Et alors, comment est-ce que vous avez découvert l'origami ? J'ai découvert l'origami, je crois que j'avais 7 ans. C'était ma maîtresse d'école, en fait, à l'époque. Alors, comme je venais d'arriver en France, j'étais dans une classe d'adaptation pour apprendre à parler le français. Et puis après, je suis arrivé en CP. Et donc, ma maîtresse d'école nous a appris à faire un origami. Je crois que j'ai fini dans les premiers en classe parce que, voilà, vous vous doutez que je n'étais pas forcément le plus doué à l'école. Après, ben, en fait, j'ai redécouvert ça à Saint-Ouen à l'âge de 12 ans. Le bibliothécaire m'a donné un cours. J'ai vu, j'ai pris en cours, j'ai fini dans les premiers. Donc, il m'a dit, voilà, va vous voir sur telle étagère, prends tel livre et amuse-toi. Et c'est vraiment là que ça a vraiment commencé. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est cet art, l'origami, qui vous a autant touché ? Comme je disais, moi, je suis dyslexique. Et du coup, ma forme de dyslexie, c'est ce qu'on appelle un repérage tridimensionnel accru. Donc, c'est un peu comme la modélisation 3D, c'est-à-dire que moi, je vois la forme à plat, et avec mon esprit, j'arrive à la mettre en volume. Et donc, l'origami, c'est juste ça. C'est, en fait, on réduit son monde à une simple feuille de papier, et avec un peu d'imagination, un peu de technique, on arrive à sortir quelque chose. Et donc, du coup, c'était totalement adapté à une forme d'expression qui convenait à qui j'étais à cet instant T. Du coup, je dirais que le jour où j'ai eu mon premier livre d'origami dans les mains, c'est vraiment à ce moment-là que ça a vraiment changé ma vie, oui. Vous avez dit plutôt que vous étiez un passionné de papier, mais qu'est-ce qui fait que vous adorez autant ce matériau ? Ce que je trouve magique avec le papier, c'est premièrement le toucher, et puis c'est surtout un matériau à mémoire de forme. C'est-à-dire que c'est un papier qui capte votre énergie et qui le transforme en pli. L'exemple que je donne très souvent pour que les gens puissent comprendre quand je dis ça, c'est qu'à l'époque, quand on écrivait à la main, on prenait une feuille de papier, on écrivait de sa plus belle plume, et quand on faisait une tâche, on faisait une boulette, on la jetait, quoi. Et du coup, imaginez que vous devez recommencer une vingtaine de fois. Bah, je trouve que quand vous prenez ces 20 boulettes de papier, que vous les mettez les unes à côté des autres, et quand vous les dépliez un petit peu, je dirais que le papier, il a capturé votre énergie du moment, il l'a transformé en pli, et du coup, vous avez comme un graphique de votre niveau d'énervement ou d'intensité au fur et à mesure que vous dépliez le papier. Ce que je trouve vraiment magique dans le papier, c'est ça. C'est un matériau qui se connecte réellement physiquement à nous. Il faut savoir que cette année, j'ai été sélectionné par Hermès pour l'Académie des savoir-faire. L'Académie des savoir-faire, c'est tous les 2 ans, Hermès en fait sélectionne une vingtaine d'artistes, artisans liés à un matériau. Donc il y a eu la pierre, le verre. Et cette année, c'était le papier. Et donc du coup, on a voyagé un week-end par mois un peu partout dans le monde pour pouvoir découvrir le papier au sens le plus large possible. Donc j'ai vu vraiment le papier préparé à l'ancienne, jusqu'à des usines totalement robotisées. J'ai visité en fait la fabrication de la monnaie, j'ai visité des usines qui fabriquaient le papier canson et autres. Et du coup, ça a vraiment éveillé, je dirais, mes sens, dans le sens où moi, j'utilisais le papier plus pour son aspect technique. C'est-à-dire que je prenais une feuille de papier par rapport à ses caractéristiques intrinsèques et je développais des techniques pour le travailler, mais liées à l'origami. Là, aujourd'hui, grâce à Hermès, ça m'a permis d'avoir une vision à 360 degrés de ce matériau. Je pense que ça va apporter, je dirais, des petites modifications ou des petites réflexions profondes, pour ne pas dire une révolution, mais vraiment profondes à ma pratique d'aujourd'hui. Donc oui, le papier, c'est un matériau que je trouve assez magique. Connaître son histoire, je me sens un peu plus complet en fait en tant qu'artiste. Vous avez d'ailleurs en 2004 été reconnu maître en origami par la Nippon Origami Association.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette distinction? Ça a confirmé quelque chose, je dirais. C'est-à-dire que l'origami, c'était vraiment quelque chose de plus classique, très anguleux ou des choses comme ça. Et le fait de devoir chiffonner le papier, le froisser, le modeler, bah, c'est ça qui a fait qu'ils m'ont donné ce titre honorifique de maître parce que bah, c'était une approche clairement contemporaine liée à cet art ancestral, quoi. Ça faisait des années que la technique n'avait pas évolué. Et le fait juste que moi, avoir des choses un peu trop carrées, trop anguleuses, ça me déplaisait. Du coup, j'ai commencé à les arrondir un peu et je pense que c'est vraiment ça qui les a décidés à me donner le titre de maître, parce que ça marquait une vraie évolution dans cet art. Votre démarche artistique revendique que chaque sculpture est réalisée à partir d'une seule feuille de papier, sans collage ni même découpe. Mais pourquoi cette contrainte? Le fait que je travaille le papier d'un seul tenant, sans découpage, sans collage, n'est en aucun cas en fait une contrainte, c'est juste comme mon esprit fonctionne comme ça. C'est plus simple pour moi de travailler une seule feuille de papier en un seul tenant, parce que tout simplement, ça réduit le champ des possibles. Donc en travaillant le papier d'un seul tenant, ça permet tout simplement de me permettre de rester concentré, de pas partir dans tous les sens. Alors, il y a un petit bémol, c'est que en tant qu'artiste, je crée vraiment tout d'un seul tenant. Tenant que je fais des installations immersives qui voyagent un peu partout dans le monde, certaines choses, ne serait-ce que pour l'impact écologique, il y a des choses que je suis obligé de faire en 2 ou 3 morceaux. Premièrement, parce que, bah, ça réduit l'encombrement et deuxièmement, parce que ça utilise beaucoup moins de papier, quoi. Une raie manta qui fait 8 mètres d'envergure, bah, c'est peut-être mieux de le faire en 2 morceaux parce que, bah, faut sortir une feuille, qui fait la taille d'un terrain de basket. Vous avez réalisé une exposition qui s'appelait L'Océan de Léa et qui a ensuite été rebaptisée l'Odyssée de Léa. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi cette exposition? J'ai créé l'Océan de Léa parce que j'avais envie de montrer que la matière papier avait vraiment la possibilité de se défendre dans tout ce qui était monumental. Ça, c'était le premier point parce que très souvent, quand on travaille avec des galeries, on vous propose une petite stèle et vous posez une petite œuvre avec une petite lumière parce qu'on s'imagine que vous pouvez pas faire très grand. Donc, du coup, en créant ce projet qui a commencé en 24 mètres carrés, 40 mètres carrés, 75, 300, 2000 jusqu'à 4000, c'est aussi pour montrer ça. Donc, ça s'appelait l'Océan de Léa au départ, tout simplement parce que les espaces que j'ai eus, c'était des gros hangars. Donc, quand vous rentriez dans l'exposition, vous voyez en fait vraiment tout le projet et vous devez déambuler pour pouvoir voir les différents côtés un peu cachés dans l'exposition. L'Océan de Léa a évolué en Odyssée, tout simplement parce que bah, vous commencez des abysses, donc vraiment des profondeurs, et au fur et à mesure de votre visite, vous remontez jusqu'à la lumière. Et donc, je trouvais que l'Odyssée de Léa, ça marquait le coup aussi que voilà, les gens devaient fournir un petit effort dans ces escaliers interminablement recouverts de papier. Il fallait donner de sa personne pour pouvoir enfin respirer et arriver jusqu'à la lumière. Et alors pourquoi ce sujet de l'océan? Est-ce que c'est un thème qui vous touche particulièrement? L'océan, il me touche, bah, j'espère que ça touche tout le monde. Et comme je suis pas quelqu'un qui est moralisateur à pointer du doigt de ce qui se fait pas bien et autres, je me suis dit, si j'arrive à recréer, je dirais, artistiquement, la fragilité de cet écosystème avec un matériau qui devait partir à la poubelle, si le faux touche les gens, bah, j'espère que ça ouvrira les consciences pour qu'ils puissent faire plus attention au vrai. Donc après, c'est vraiment une approche un peu personnelle. Je commence déjà à changer à mon niveau à moi, avec mes petites feuilles de papier. Si ça touche les gens, j'espère que ça fera des émules. C'est pour ça que je suis très content que les personnes qui ont déjà fait de la plongée viennent me voir et me disent, mais du coup, c'est aussi apaisant, c'est aussi relaxant. Je me dis, bon voilà, si les personnes qui ont l'habitude de la mer sont sensibilisées, bah, j'espère que ceux qui n'ont pas l'habitude bah, prendront conscience, quoi. Donc, c'est un peu ma petite bataille à moi, à mon petit niveau. D'ailleurs, votre engagement dans cette exposition ne se voit pas seulement dans le sujet choisi, mais également dans le fait que le papier que vous avez utilisé était en fait un papier qui était destiné à la poubelle. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus cet aspect écologique? Les papiers qui composent l'Odyssée de Léa ont été récupérés dans une usine qui fermait, donc ils avaient déposé le bilan. Ce papier qui était stocké parce qu'il était impropre à la vente aurait dû en fait aller dans la filière du recyclage. Il faut savoir que le papier sulfurisé est un papier qui ne se recycle pas parce qu'il a été trempé dans un bain d'acide sulfurique et d'eau, et donc du coup il est totalement amalgamé, donc il a plus de fibres. Et donc en récupérant ce papier qui a déjà la particularité de résistance à la chaleur, pour faire des projets de cette envergure, ça me semblait être le papier le plus adéquat. Et du coup,
En récupérant les 10 tonnes de papier à l'usine et en les travaillant pour les transformer en œuvres d'art, bah déjà, je trouvais que c'était une jolie pied de nez parce que bah, frôler la poubelle pour pouvoir en fait être admiré de tous, je trouve que c'était pas mal. Et en même temps, c'était un discours un peu fort en disant voilà, ce que vous regardez là, en fait, vous vous baladez dans des déchets. Je sais plus qui disait ça, mais que nos rebuts étaient des ressources pour d'autres. Et là, c'est vraiment le cas. Là, c'était vraiment des choses qui allaient partir à la poubelle chez eux. Et pour moi, c'est un trésor inestimable, en fait. Je vais maintenant vous poser une question un peu plus philosophique. Mais est-ce que vous diriez que la beauté peut sauver le monde? Je dirais que oui, la beauté pourrait sauver le monde dans l'espoir que les gens juste ouvrent les yeux sur la beauté du monde. Ce que ça apporterait aux gens d'observer la beauté du monde, un apaisement, une reconnaissance. Je dirais qu'on a la chance de vivre dans un monde qui est juste magnifique. Bah, prenons juste le temps de l'observer au lieu de passer notre temps à le détruire, en fin de compte. C'est beau, ça te touche, respecte-le, quoi. Donc, prends-en conscience. Et alors, quelle place vous-même vous laissez à la poésie dans votre vie et à la contemplation? Est-ce que vous arrivez à voir ce beau justement dont vous parlez? Je m'estime tellement heureux de pouvoir vivre de ma passion. Déjà, ça, c'est une poésie que l'univers m'a fait qui est quand même assez extraordinaire. J'ai la chance qu'avec une simple feuille de papier, j'ai l'impression que tous mes sens sont comblés. Je trouve que c'est déjà un super beau cadeau. Eh bien, ça y est, c'est ma dernière question. Est-ce que vous avez un dernier message à nous transmettre? Si avec une feuille de papier, on arrive à émerveiller certaines personnes, bah, j'espère en fait que les personnes qui se posent la question, est-ce qu'on peut vivre de sa passion, est-ce qu'on peut vivre de l'art, bah, qu'ils arrêtent de se poser cette question, juste qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Et si chemin faisant, ils rencontrent des personnes qu'ils arrivent à émerveiller, bah, je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais, j'encouragerais les personnes à essayer de produire du beau pour pouvoir rendre notre monde encore plus beau qu'il est et éveiller les consciences à la fragilité de ce qui nous entoure. Merci Junior Fréjaquet pour ce témoignage qui rappelle que notre singularité peut être l'une des sources de notre épanouissement. Merci également d'attirer l'attention du plus grand nombre sur la beauté du monde afin de le chérir et de le respecter toujours mieux. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt!